Deuxième chapitre portant sur la mécanique et le 10e de notre parcours, action mécanique et force. Cette partie du programme de seconde a normalement été un peu abordée en 3e puisque cela fait partie du nouveau programme. Cependant, cette partie n'a pas toujours été vue en 3e, donc je fais comme si cela n'avait pas été le cas. Ce chapitre peut également être vu par des élèves de 3e, notamment tout ce qui concerne la partie des actions mécaniques. Bien, passons au plan. Alors, le plan du cours comprend 3 points. Le premier traite des actions mécaniques, dans lequel nous aurons également le diagramme objet-interaction. Puis, nous aurons la modélisation par une force, sous-entendu la modélisation de l'action mécanique. Et pour finir, nous traiterons le cas particulier de la gravitation avec les outils que nous allons voir durant ce chapitre. Eh bien, voilà les compétences et premières remarques. Elles sont nombreuses, ce qui veut dire que le chapitre est particulièrement dense et complet. Le chapitre précédent était un chapitre court, destiné à fixer le vocabulaire, et maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Avant de détailler les compétences, notons qu'on va beaucoup parler de force et peu d'actions mécaniques. Vous allez comprendre pourquoi durant ce chapitre. Alors, ces compétences, quelles sont-elles? Tout d'abord, savoir qu'une force s'exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse ou de la direction de son mouvement, que cette modification dépend de la masse du corps. Savoir qu'une force modifie éventuellement la valeur de l'énergie cinétique d'un corps. Calculer la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre deux corps à répartition sphérique de masse. Savoir que la force de pesanteur terrestre résulte de l'attraction terrestre. Et réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour analyser des mouvements, c'est ce qu'on a vu dans l'activité expérimentale numéro 16. Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques petites expériences que vous pourrez facilement refaire à la maison. Vous avez besoin d'une bille et de 2 aimants. Je pose ma bille sur la table, que se passe-t-il? Eh bien, rien du tout, la bille reste immobile. Maintenant, j'approche un aimant. Et la bille, évidemment, se met en mouvement et vient se mettre tout contre l'aimant. D'ailleurs, peu importe le sens de l'aimant, et si on est assez rapide pour ôter l'aimant, on peut simplement mettre en mouvement la bille. Maintenant, avec 2 aimants, vous le savez sans doute, les aimants ont 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. Les pôles de même nature se repoussent, les pôles de nature différente s'attirent. Je pose donc mon aimant sur ma table et j'approche mon 2e aimant. L'aimant vert se met en mouvement en s'éloignant, ce sont des pôles de même nature. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, en l'absence d'aimant, la bille ou l'autre aimant vert reste immobile. Par contre, dès que j'approche un aimant, la bille ou l'aimant vert se mettent en mouvement. Du coup, on peut en conclure que c'est bien la présence de l'aimant qui a modifié l'état dans lequel se trouvait la bille ou l'aimant vert. Il y a donc des interactions entre les deux objets. On peut donc définir ce qu'est une interaction d'un point de vue mécanique. Deux corps sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre. Et la réciproque est également vraie. C'est ce qu'on a constaté. Sans aimant, la bille est immobile. Et dès que j'approche l'aimant, la bille se met en mouvement. De la même manière, lorsque j'approche l'aimant de l'aimant vert, il se met en mouvement. La définition de l'interaction nous permet donc de définir ce qu'est une action mécanique, puisque lorsque deux objets sont en interaction, chacun exerce sur l'autre une action mécanique. Bon, je reconnais que ça reste un concept parfois un petit peu abstrait, mais souvenons-nous des petites expériences du début. Bien, on a deux types d'actions mécaniques. Premier type d'action mécanique, l'action mécanique de contact. Comme son nom l'indique, pour s'exercer, l'action mécanique nécessite un contact entre les deux corps. C'est le cas par exemple si je donne une petite pichenette à une bille, mon doigt et la bille sont en contact pour que l'action mécanique s'exerce et que la bille se mette en mouvement.
Deuxième type d'action mécanique, l'action mécanique à distance. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir un contact entre les deux corps. C'est le cas entre la bille et l'aimant, d'une manière générale pour le magnétisme. Enfin, intéressons-nous aux effets d'une action mécanique. Ces effets sont doubles. Tout d'abord, une action mécanique peut modifier la trajectoire d'un corps. C'est ce qu'on a vu en activité expérimentale. La bille est déviée par la présence de l'aimant. Ensuite, une action mécanique peut modifier la vitesse d'un corps. On a ici un ou mathématique, où j'ai la modification de la trajectoire, ou j'ai la modification de la vitesse, ou je peux avoir les deux à la fois, modification de la trajectoire et modification de la vitesse. Maintenant que nous avons défini l'interaction, l'action mécanique, on va s'intéresser à la manière de la représenter. Alors, dans le cas de l'étude des interactions que subit un objet, on va utiliser le diagramme objet-interaction. Alors, comme souvent, il faut définir l'objet sur lequel s'appliquent ces interactions. Puis ensuite, il faut lister les interactions qui s'exercent sur l'objet en fonction des informations dont on dispose, et ensuite on les représente graphiquement. Alors, un petit exemple pour plus de clarté. Allez, c'est parti. Viens m'habiller sur ma table, j'approche l'aimant, elle se met en mouvement. Quel est le diagramme objet-interaction? Eh bien, tout d'abord, quel objet j'étudie? La bille. Je mets donc la bille au centre de mon diagramme. Ensuite, je fais de l'inventaire des interactions sur ma bille. Évidemment, j'ai mon aimant, mais je n'ai pas que ça. Ma bille repose sur la table, et si j'ôte la table, eh bien ma bille est en mouvement. Donc j'ai bien une interaction entre la table et la bille. J'ajoute donc la table dans mon diagramme d'interaction. Et il m'en reste une interaction. L'expérience se fait sur Terre. Et la Terre exerce une interaction sur tous les objets à proximité. J'ajoute donc la Terre à mon diagramme. Est-ce que mon diagramme est terminé? Non. Il me reste à représenter les interactions entre la bille et les différents objets que je viens de lister. Pour cela, la règle est simple. Les interactions se représentent avec une double flèche, en pointillé si l'interaction est à distance, en trait plein si l'interaction est de contact. Complétons donc le diagramme. Entre l'aimant et la bille, c'est une interaction à distance, donc double flèche à trait pointillé. Voilà. Entre la table et la bille, c'est une interaction de contact, donc double flèche à trait plein. Parfait. Enfin, entre la Terre et la bille, c'est une interaction à distance. Exactement. Donc double flèche à trait pointillé. Et voilà. Nous avons notre diagramme objet-interaction. Facile, non? Faire de la physique, ce n'est pas simplement faire des expériences et des observations, c'est également faire de la modélisation. Et pour cela, on utilise les mathématiques. Mais avant de commencer à modéliser par une force, c'est quoi une force? C'est un concept assez ancien, mais il faut quand même attendre les travaux d'Isaac Newton pour avoir une définition précise de la notion de force. Alors, au lycée, on va définir la force comme étant la modélisation d'une interaction, la modélisation d'une action mécanique. On a donc des forces de contact, des forces à distance, et finalement, parler de force revient à parler d'interaction ou encore parler d'action mécanique. Mais avant d'aller plus loin, quelques exemples de force pour montrer quand même que ce concept est très présent dans la description physique de notre univers. Le poids est une force. Normalement, vous l'avez appris en troisième. La force gravitationnelle exercée par les planètes, les étoiles ou tout objet massif, c'est une force.
La réaction du support, quand par exemple ma bille est posée sur la table, eh bien c'est une force, c'est cette force qui permet à l'objet qui est posé sur la table de ne pas tomber. Les forces de frottement qui nous obligent toujours à pédaler en vélo, sinon on s'arrête au bout d'un certain moment, ce sont des forces. Les forces pressantes exercées par un fluide, par exemple l'atmosphère au-dessus de nous, exerce une force sur nous, c'est une force. Force magnétique de l'aimant, la force électrostatique, ce sont aussi des forces qui vont s'exercer à distance. Bref, vous l'avez compris, il y a de nombreuses forces. Mais la question intéressante, c'est quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, on va définir 4 caractéristiques pour une force. Premièrement, la direction et le sens vont nous renseigner sur les effets de la force sur le mouvement du corps qui subit la force. Alors oui, attention, en physique, direction et sens, ça ne veut pas dire la même chose. La direction, c'est la droite sur laquelle on a l'effet de la force. Et le sens, eh bien, c'est de savoir vers où s'exerce la force. Bien, dit comme ça, c'est pas forcément très clair, mais vous allez voir avec un exemple, ce sera limpide comme de l'eau de source. Le point d'application, c'est le point où on considère que la force s'applique. Alors j'insiste sur l'expression le point où on considère que la force s'applique. Il ne faut pas oublier que la force, c'est une modélisation. Et dans toute modélisation, parfois il faut faire des choix de simplification, c'est le cas ici. Enfin, la valeur nous donne des renseignements sur le niveau de la force, et forcément, plus une force a une valeur importante, plus son effet sur un mouvement sera important. L'unité de force, c'est le Newton, évidemment en l'honneur d'Isaac Newton, de symbole N, N majuscule, et donc si une grandeur a comme unité le Newton, c'est donc une force, forcément. Alors, on vient de définir 4 caractéristiques d'une force, et pour les modéliser, on va utiliser un outil mathématique qui s'appelle le vecteur. Alors, peut-être vous ne l'avez pas encore vu en mathématiques, ce qui ne serait tardé. Quoi qu'il en soit, je vous donne ce dont on a besoin de savoir pour utiliser le vecteur force en physique. Alors, le vecteur force regroupe les 4 caractéristiques d'une force en un seul objet mathématique. Le vecteur force nous permet de définir la direction et le sens. Il a un point d'application qui est l'origine de la force et il a une longueur qui va être proportionnelle à la valeur de la force, surtout quand on a donné une échelle adaptée. Alors, je pense qu'une illustration serait la bienvenue. Eh bien, passons à l'illustration. Alors, une bille, voilà, un aimant. Vous voyez, pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire de la physique. Bon, je m'égare, revenons à notre sujet. Alors, donc, une bille et un aimant, l'aimant attire la bille. L'aimant exerce donc sur la bille une force magnétique. Et cette force attire la bille vers l'aimant. Très bien, remettons notre bille à distance. Et maintenant, construisons le vecteur force. Alors, dans notre exemple, on va tracer la force exercée par l'aimant sur la bille. Cette précision est très importante, vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, il me faut une direction, c'est-à-dire la droite, qui sera le support du vecteur. Ici, on a une action mécanique à distance, donc une force à distance. La droite support sera la droite qui passera par les centres des deux objets. Traçons donc la droite. Bien, avant de faire le sens, avant de parler du sens, on va définir le point d'application. Comme c'est une force à distance, on considère que le point d'application est le centre de gravité. Et comme la force est exercée sur la bille, par l'aimant, je le rappelle, le point d'application est donc le centre de gravité de la bille. Plaçons donc ce point. Maintenant, le sens. Eh bien, l'aimant attire la bille
ou bien repousse la bille. Bien entendu, l'aimant attire la bille. C'est donc que le sens doit traduire cette force. La force va rapprocher la bille de l'aimant, donc le sens ici sera de la droite vers la gauche, comme le mouvement de la bille qui est attirée par l'aimant. Ensuite, comme on n'a pas de valeur pour la force, on trace notre vecteur à la longueur qu'on veut. Le voilà. Je n'ai plus besoin de ma direction, je peux donc l'effacer. Et je n'oublie pas de nommer le vecteur. Alors, F pour force. En indice, je précise quelle force. Elle est exercée par l'aimant, j'écris donc aimant. Et je sépare en mettant qu'elle s'exerce sur la bille. Donc ça se lit la force exercée par l'aimant sur la bille. Je n'oublie pas de mettre la flèche sur l'aimant pour dire que c'est un vecteur. Et la flèche est toujours orientée de la même manière. Un autre exemple, deux aimants dont les pôles de même nature se font face. Je les numérote 1 et 2 pour les reconnaître. Ils se repoussent et je veux tracer la force exercée par l'aimant 1 sur l'aimant 2 et la force exercée par l'aimant 2 sur l'aimant 1. Je commence donc par la force exercée par l'aimant 1 sur l'aimant 2. Je trace donc la direction qui passe par le centre des deux aimants et le point d'application du vecteur qui est le centre de l'aimant 2. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer le vecteur de la force exercée par l'aimant 1 sur l'aimant 2. Et cette force est dirigée de la gauche vers la droite, car les aimants se repoussent. Et voici mon premier vecteur force. Je procède de la même manière pour le vecteur force de l'aimant 2 sur l'aimant 1. Cette fois, évidemment, encore une fois, les deux aimants se repoussent, mais l'aimant 1, du coup, va se déplacer de la droite vers la gauche. C'est facile, non? L'action mécanique est une force de contact, eh bien, regardons ça avec un exemple. Une balle de tennis posée au sol. Intéressons-nous à la réaction du sol. Alors, la réaction du sol, c'est la force exercée par le sol sur la balle. Cette force est orientée verticalement, donc forcément, la direction est une droite verticale qui passe par le centre de la balle. Attention, le point d'application est le point de contact entre le sol et la balle, et non le centre de la balle. C'est parce que c'est une force de contact qu'il faut positionner le point d'application ainsi. Enfin, le sens est vers le haut, le sol repousse la balle, l'empêche de tomber. On peut donc dessiner le vecteur force. Si vous avez bien suivi, vous savez qu'une force modélise une action mécanique et nous avons vu qu'une action mécanique a un effet sur la trajectoire ou sur la vitesse d'un corps. Eh bien, quels sont les effets d'une force? Eh bien, première chose, c'est la modification de la trajectoire. Par exemple, dans le cas où la force qui s'exerce sur un corps a une direction différente du mouvement de ce corps, la trajectoire va s'incurver dans le même sens que celui de la force. Également, modification de la vitesse. Si la force a le même sens que le mouvement, la vitesse va augmenter. Si la force est en sens contraire que le mouvement, la vitesse va diminuer. Et donc, forcément, la force a un effet sur l'énergie cinétique. Pour rappel, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Et cette énergie cinétique dépend de la masse du corps, mais également du carré de la vitesse. Je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Enfin, les effets d'une force dépendent de la masse du corps sur laquelle elle s'applique. Une force identique n'aura pas le même effet sur des corps de masse différente. Vous pouvez facilement mettre en mouvement une bille d'une simple pichenette, évidemment. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus de mal
à mettre en mouvement une boule de bowling avec la même pichenette. Et oui, vous allez donner la même force, simplement la boule de bowling a une masse beaucoup plus importante qu'une bille. Deuxième partie de notre chapitre, la gravitation universelle. Et on ne peut pas parler de la gravitation universelle sans parler d'Isaac Newton et sans parler de pommes. Évidemment, le dessin de Gottlieb dans la bande dessinée Rubric-à-Brac est erroné, mais derrière cette légende, il y a une partie de vérité. En voyant une pomme tomber, Newton s'est demandé pourquoi une pomme tombait toujours à la verticale vers la Terre. Et puis plus tard, il s'est demandé si ce qui attirait la pomme vers la Terre ne pourrait pas également attirer la Lune vers la Terre. Et c'est en 1687 que Newton donnera la loi de gravitation universelle. Alors, on peut donc définir ce qu'est une force d'interaction gravitationnelle. C'est la modélisation de l'interaction mécanique à distance entre deux corps à répartition sphérique de masse. Bon, la définition est un petit peu longue, et d'ailleurs on peut déjà se poser une question, c'est quoi un corps à répartition sphérique de masse? Alors, c'est plutôt simple, un corps à répartition de masse sphérique, c'est un corps dont la matière est répartie uniformément autour de lui ou en couches homogènes autour de son centre. C'est le cas des planètes, dont la Terre, le cas des étoiles, bref, c'est le cas de tous les objets qu'on va étudier au lycée. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette force? Alors, il nous faut deux corps, A et B, de masse MA et MB. Il y a une distance entre les deux, la distance AB. Et donc, la force exercée par le corps A sur le corps B va s'appliquer déjà au centre de B. Deuxième chose, la direction sera la droite AB qui passe par les centres des corps A et B. Ensuite, le sens, comme c'est une force attractive, elle va aller de B vers A. Oh, mais il manque sa valeur. La valeur, la voilà. Alors, la force exercée par A sur B, c'est égal à grand G multiplié par la masse de A, multiplié par la masse de B, divisé par la distance AB au carré. Évidemment, cette formule est à savoir et à savoir utiliser. Alors ici, on a grand G, qui est la constante de gravitation universelle. Et grand G, sa valeur vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Vous pouvez retrouver de toute façon cette valeur dans votre calculatrice, mais c'est aussi bien de la connaître. Bon alors, sur un dessin, ça donne quoi? Pour cette force d'interaction gravitationnelle, il nous faut deux objets A et B, de masse MA et MB, à répartition sphérique de masse. Les voilà. Ces deux objets sont séparés par une distance DAB. Donc, la force est exercée par le corps A sur le corps B. C'est donc une force attractive qui va s'appliquer au centre du corps B. La direction est la droite AB et le sens va du corps B au corps A. Donc on peut dessiner le vecteur FAB. Il est bien au centre du corps B. La direction est bien la droite AB et le sens est bien de B vers A. Et vous voyez, j'ai noté la valeur grand G fois MA fois MB divisé par la distance DAB au carré. Et si on trace la force exercée par B sur A, eh bien on trouve un vecteur force qui ressemble car la direction et la valeur sont identiques. Par contre, attention, le sens est opposé. Cette fois, c'est le corps B qui attire le corps A. Et le point d'application est évidemment le centre du corps A, puisque c'est la force exercée par B sur le corps A. Facile, non? Alors, venons-en donc à la fin de notre long chapitre avec le poids et notamment le poids terrestre, le poids sur Terre. Alors,
Le poids n'est finalement qu'un cas particulier de la gravitation universelle puisque c'est la force exercée par la Terre sur un objet à la surface de la Terre. Alors, à la surface, c'est un objet proche de la Terre. Alors, pour mémoire, le poids se calcule avec la relation P égale M fois G. Attention ici, c'est un G minuscule. Et ce G minuscule est l'intensité de pesanteur terrestre et vaut 9,81 newtons par kilogramme. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est un cas particulier de la gravitation universelle. Car le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps de masse M. Alors, un petit peu de mathématiques. Si le poids est égal à la force exercée par la Terre sur un corps, on peut donc écrire que M fois G, attention, on parle de M fois G, G minuscule, est égal à grand G fois la masse de la Terre fois la masse du corps divisé par le rayon de la Terre plus H qui est l'altitude, le tout au carré. Oui, on peut supposer que le corps peut avoir une altitude faible, environ une dizaine de kilomètres. Ensuite, il nous reste à simplifier l'égalité. Puisque nous avons M de chaque côté, on peut simplifier par M et on obtient petit g est égal à grand G fois masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude, le tout au carré. Que se passe-t-il si l'altitude est nulle, autrement dit si l'objet est vraiment sur la Terre? Eh bien, on a petit g est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Et vous voyez ici la relation qu'on a avec petit g et grand G. Alors, on peut également définir le poids lunaire. Le poids lunaire, c'est la force gravitationnelle exercée par la Lune sur un corps. Et de la même manière qu'on a le poids terrestre, on a le poids lunaire. Le poids sur la Lune est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur de la Lune. Et cette intensité de pesanteur sur la Lune, elle vaut 1,6 newton par kilogramme, c'est-à-dire quasiment 6 fois moins qu'à la surface de la Terre. Et voilà, c'en est fini pour ce chapitre, long, je l'avais dit au tout début. Allez, pour finir en beauté, rêvons un peu de la Lune et de sa gravité plus faible, qui permet aux astronautes de sautiller gaiement malgré les 80 kg de scaphandre. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager, liker, poser des questions en commentaire et j'y répondrai évidemment. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. I like to skip along, but me, boy, skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. It was almost dangerous. And you lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leak next to it, you're going to be dead. Uh-oh. Nice soft baby landing. Yahoo! Oh. Ah! Boy, do I like to run up here. I feel like Bugs Bunny. That's neat. And here comes the Foxy twin. You're pretty agile there, Twinkle Toes. I'm going out for the ballet when I get back. You learn another line of work up here. Yeah, while you're bouncing around there, you might keep an eye out for a nearby crater. All right. I've been on my knees twice to get back.
slack from the knees down. No way to avoid it. That's why I'm glad the pressure suit bends. John, you are filthy. I tell you, there's a spot called the Kill Blast. Hey, here's a rock I'll be glad to see in Houston. Man, Tony, you don't know how much fun this has been. We concur, John.